Dans cette dernière vidéo, avec Clara, on voulait revenir sur les limites et les biais de l'étude quantitative, parce que déjà, dans les mémoires de la thèse, en général, il y a une partie à rédiger là-dessus, donc les étudiants parfois sèchent sur qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, comment je le dis et tout, et aussi finalement donner des conseils sur comment est-ce que, revenir au début, comment est-ce qu'au début on crée son questionnaire pour éviter certaines limites et certains biais. Mhm. Ouais, effectivement. Alors ça, du coup, c'est un vaste, c'est quand même un vaste sujet. C'est vraiment quelque chose d'assez dense, les différents biais. Mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a grosso modo deux familles de biais principales dans les études quantitatives. Donc on va avoir tout ce qui est biais de sélection. Mm. Donc les biais de sélection, ça va avoir un rapport, comme son nom l'indique, à la façon dont est sélectionnée la population d'études, donc plutôt comment est sélectionné l'échantillon à partir de la population. Est-ce que notre échantillon est représentatif? Est-ce que notre façon de sélectionner, elle fait bien qu'on atteint la population qu'on avait ciblée au départ ou pas? Ça, on va en reparler plus en détail. Et la deuxième famille, c'est tout ce qui est les biais d'information. Les biais d'information, c'est tout ce qui a un rapport avec la collecte de l'information. Et donc, du coup, là, on va s'attacher surtout à la façon dont on a mesuré les questions, enfin les concepts, donc comment on a posé les questions, est-ce que c'est adéquat, est-ce que ça peut être source de biais potentiels qui soient inhérents aux participants ou à la façon dont on a posé la question, donc à l'enquêteur. Ok. Donc ça, c'est vraiment effectivement les deux familles de biais principales. Et ce qui est embêtant, entre guillemets, c'est que ces biais-là, une fois qu'ils existent, que ton questionnaire il est fait, que tu as voilà, que tes réponses, que tu en arrives à ton analyse, malheureusement là, et c'est irréversible. Donc c'est vraiment des biais qu'il faut essayer de contrôler en amont. Donc on en revient à ce qu'on disait avant, c'est qu'en fait, au final, même si c'est quelque chose qui est parfois fait un petit peu à la va-vite chez les étudiants, au final, l'élaboration du questionnaire et se poser la question de la population d'études, c'est vraiment deux choses qui sont ultra essentielles pour essayer de limiter au maximum nos biais. Ok, même si finalement, parce que moi des fois j'ai des étudiants qui me disent bah mon étude elle est pourrie parce qu'en fait il y a plein de biais, il y a plein de choses qui vont pas, et parfois, pas tout le temps mais parfois, c'est pas forcément de la faute de l'étudiant, et de toute façon on peut quand même dire qu'il y a des biais, et ce qu'on attend plus pour moi dans cet exercice c'est que l'étudiant soit en capacité de se remettre en question, ou en tout cas de se rendre compte de ce qui ne va pas. Même si voilà, si ça va pas, c'est pas non plus c'est pas pour autant que par exemple on va pas valider le mémoire quoi. Ouais, tout à fait. Effectivement, le plus important, c'est quoi qu'il en soit, une fois que même si on a des biais et qu'on se dit ah bah c'est nul, j'aurais pu faire en sorte que je les ai pas. Ce qui est important, c'est effectivement de réussir à les identifier, de bien les discuter, de pas mettre des trucs sous le tapis et de dire au contraire bah ça a été fait comme ça, et ben dommage, mais ça peut créer un potentiel lien biais parce que ci ou ça. Et effectivement, comme on est souvent dans le cadre en vrai, pour une thèse, c'est un peu plus grave, parce Oui. que du coup, pour une thèse, bon, bah voilà, on te demande d'avoir une qualité de travail et une rigueur qui est un peu plus bah, d'un niveau professionnel, quoi, en termes de recherche. Mais effectivement, pour des mémoires, on va mettre l'accent vraiment sur le fait que, bah, est-ce que l'étudiant arrive à identifier correctement ses biais, à les discuter, est-ce qu'il comprend comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'un biais, et est-ce qu'il arrive à analyser son propre travail. Comme tu dis, en plus, là, parfois, les biais, même dans des super travaux de recherche, etc., on n'a pas le choix. Il y a des choses une étude sans biais, c'est pas possible. C'est quasi impossible d'avoir des études où vraiment il n'y a aucun problème méthodo. Hmm. Ok, d'accord. Est-ce que tu voulais qu'on fasse un focus sur, par exemple, le biais de représentativité, ou... Parce que ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ouais, tout à fait. Ça revient assez souvent et c'est surtout souvent important parce que la plupart du temps, les étudiants vont faire quand même des études qui sont assez descriptives, par exemple. Et quand on fait une étude qui est descriptive, ou ce qui nous importe, c'est de regarder, par exemple, des taux de quelque chose ou une prévalence de quelque chose, etc., on va avoir besoin vraiment d'une représentativité. Ça va être important. La question qu'il faut se poser, c'est surtout comment on fait notre recrutement. Je te donne un exemple assez tranché, mais si tu veux faire ton étude sur des personnes âgées de plus de 70 ans dans toute la France.
et ben c'est pas forcément une bonne idée que ton seul canal de recrutement ce soit les réseaux sociaux. T'en auras sûrement des gens qui vont te répondre. Tu peux quand même réussir à avoir une centaine ou 150 participants. Sauf qu'en fait, tes participants, les personnes de plus de 70 ans qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui ont un profil particulier. Le mode de recrutement est forcément adapté du coup à ta population cible. De la même façon, si tu fais une étude sur les étudiants et que tu as comme objectif dans ton étude d'essayer de voir quelle est je sais pas, la prévalence de la dépression chez les étudiants en France, donc chez tous les étudiants en France, et ben du coup, ce sera bien d'essayer d'avoir des étudiants qui sont à Paris, des étudiants qui sont à Bordeaux, des étudiants qui sont à Marseille, d'avoir un panel d'étudiants assez large. Parce que si tu te contentes de faire ton étude sur que des étudiants à Paris, et ben peut-être que les étudiants à Paris, ils ont des conditions de vie, des choses qui sont très spécifiques à Paris et qui vont faire que bah, tu as une prévalence de la dépression qui est peut-être soit plus élevée, soit plus faible chez ces étudiants en particulier. Parce qu'en fait, ils sont pas dans le même contexte quand tu es étudiant à Paris, pas la même chose que d'être étudiant à Bayonne, quoi. Ok. Et est-ce que, justement, si je rebondis là-dessus, on fait cette étude-là et on cible toute la France et finalement 90% du panel qui répond est à Paris. Est-ce qu'on peut se permettre de retravailler son sujet de thèse ou de mémoire en disant que finalement, en fait, on fait une étude sur la dépression des étudiants à Paris et non pas à l'échelle de la France parce que là, pour le coup, on a un échantillon qui est plus représentatif ou non, il faut quand même rester sur ce qu'on avait dit au départ. Il vaut mieux rester sur ce qu'on avait dit au Ok. départ. Essayer de faire en sorte au niveau du recrutement d'avoir quelque chose de plus large. Oui, ok. Mais si effectivement bah, on est soi-même étudiant à Paris et que donc du coup bah, euh, forcément on va mieux organiser le recrutement dans sa propre fac ou via ses propres cercles d'amis quand on est dans la ville, dans une certaine ville. Donc forcément il y aura probablement plus d'étudiants à Paris qui vont répondre. Donc vraiment essayer de mettre tout en œuvre pour faire en sorte que ce soit pas le cas. Oui. Mais si c'est le cas, et ben du coup ce sera juste un biais à discuter, de dire bah en fait on a 90% de notre échantillon c'est des étudiants parisiens et en fait ce qui va être important là-dedans c'est de se poser la question en quoi je pense en fonction de la littérature et de mes propres intuitions, etc., en quoi un étudiant à Paris peut être différent des autres étudiants par rapport à mon sujet. Le truc c'est la dépression, bah je me dis est-ce que j'ai des raisons de croire que les étudiants parisiens ils sont pas représentatifs en termes de risque de dépression que les étudiants à l'échelle de la France. Et en fait, c'est comme ça que tu discutes ton biais. C'est qu'au final, tu te dis, bah, mon échantillon n'est pas représentatif, comment ça a pu influencer mes données? Si j'ai, par exemple, 30% de dépression dans mon panel, eh ben, je vais dire, bah, si j'ai des raisons de croire qu'à Paris, les étudiants, ils sont peut-être plus déprimés qu'ailleurs, bah, je vais dire, ma prévalence, elle est probablement surestimée. Parce que comme j'ai majoritairement des étudiants de Paris et que j'ai une prévalence de 30%, ça veut dire que si j'avais eu un panel plus représentatif, peut-être ce serait plus faible en fait. Il faut pas se limiter à dire il y a un biais de représentativité. Il faut expliquer derrière ce que ça induit sur l'étude, quoi. Tout à fait. Parce que par exemple, si sur un sujet où les étudiants de Paris ils sont pas du tout particuliers par rapport aux autres, ça posera pas forcément un biais de représentativité que tous les étudiants quasi ils soient parisiens. Si en fait les étudiants de Paris ils sont pas différents des autres étudiants sur le sujet que tu étudies, et ben en fait il y a même pas de biais de représentativité. Ouais. Juste t'as majoritairement des étudiants à Paris, mais a priori ça crée pas de biais. Pour la représentativité, c'est surtout ça, c'est se poser la question est-ce que le recrutement que j'ai mis en place permet vraiment d'atteindre la population que j'ai ciblée. Donc ne pas forcément se limiter juste à un recrutement sur les réseaux sociaux type LinkedIn, Instagram et Facebook et faire autrement, quoi. Des fois... okay. C'est ça. Ouais, parce que souvent il y a cette solution de facilité en mode bon, moi je le diffuse sur les réseaux sociaux et puis je reviens dans 15 jours et je vois ce que ça donne, mais il faut être dans une démarche peut-être un peu plus proactive pour. Oui, c'est ça. Ouais, sur le recrutement, pour bien s'assurer de la représentativité, en général, il faut être assez proactif. Après, du coup, pour des mémoires ou des choses plus courtes où en fait tu as assez peu de moyens et tu as assez peu de ressources, ça peut être une bonne idée d'avoir en tête
cette problématique Mm. et de te dire qu'à ce moment-là, bah, peut-être c'est une bonne idée de limiter, quoi, d'emblée. Si effectivement tu es étudiant à Paris et que tu veux faire une enquête chez les étudiants, bah, peut-être tu te dis, bah, en fait, je vais peut-être me limiter aux étudiants d'Île-de-France, je vais diffuser mon truc que là, et puis comme je vais pouvoir me déplacer, bah, je vais aller à la fac à telle fac, je vais mettre des prospectus, des machins, des trucs, je vais aller à ma fac, je vais faire pareil. Et puis via les réseaux d'étudiants, de machins, de trucs, tu te dis, je peux avoir plusieurs étudiants de plusieurs facs, mais au moins tu te limites à un truc que tu peux atteindre. Si tu n'as aucun contact en Bretagne, bah, tu sais qu'en Bretagne, ton recrutement, il sera nulle part, tu vois. Ça veut dire que finalement, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi anticiper dès qu'on est en train de formuler sa problématique, en se disant comment est-ce que je vais recruter mes participants et peut-être limiter sa zone géographique à ce moment. Ouais, tout à fait. Ça va valoir aussi pour les biais d'information. C'est ce que l'on disait tout à l'heure dans la partie discussion, où à la fois identifier le biais et ne pas oublier de dire comment ça a pu impacter les résultats. Comme je disais, est-ce que ça aura poussé à surestimer tel truc ou sous-estimer tel truc? Donc ça, c'est quand même un exercice compliqué, parce que c'est quand même pas évident toujours d'avoir cette intuition-là, de dire dans quel sens ça peut impacter. Ça peut être tout à fait quelque chose de valable, hein, de dire eh ben on sait pas comment ça aurait pu impacter. Mais à ce moment-là, il faut toujours dans la discussion pas hésiter à formuler des hypothèses. Si par exemple le truc des étudiants parisiens par rapport à la dépression, t'as l'impression que ça pourrait aller dans un sens, mais ça pourrait aussi aller dans l'autre sens, et qu'en fait la réponse c'est que tu sais pas dans quel sens ça va, ben en fait tu vas te donner des arguments pour chaque. Tu vas dire, on peut imaginer que les étudiants parisiens, ils sont peut-être plus déprimés parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc, à ce moment-là, on aurait surestimé la prévalence. Mais d'un autre côté, on peut aussi imaginer que parce qu'ils ont peut-être plus d'interactions sociales, plus de machins, plus de trucs, finalement, ils sont peut-être moins déprimés. Et quitte à dire après, donc du coup, là, il faudrait peut-être creuser un peu plus le truc pour savoir, ne pas hésiter du coup à regarder des études aussi qui sont faites dans la discussion, tu peux toujours faire un retour, enfin c'est même assez obligatoire, tu peux toujours refaire un retour à la littérature et te dire ah bah si j'essayais de trouver des articles qui parlent de la dépression chez les étudiants parisiens, ça me donnera peut-être du grain à moudre pour savoir dans quel sens ça va. Ok, ouais, super, super intéressant, oui, effectivement le retour à la revue de la littérature, ou même le fait de trouver d'autres articles à ce moment-là, parce que des fois c'est ça, il faut aller chercher un peu plus loin que ce qu'on avait identifié au départ. Là, en l'occurrence, peut-être que tu n'as pas anticipé que Oui. tu n'aurais que des étudiants parisiens, donc c'est pas quelque chose que tu as spécialement regardé. Là, tu pourras peut-être chercher des articles spécifiquement sur les étudiants parisiens et la dépression, alors que peut-être dans ton intro, quand tu avais fait ta revue de la littérature, tu t'étais peut-être concentré plutôt sur la dépression chez les étudiants de manière générale, en fait. Oui, et là surtout ne pas s'en vouloir parce qu'en fait c'est pas grave de trouver un nouveau résultat quand on est en train de rédiger cette discussion, au contraire c'est bien et il faut pas se dire ok il faut que je réécrive toute mon intro parce que ce que j'ai dit c'est pas Non. tout à fait exact. Non, ouais, du tout. De toute façon, en général, la recherche, ça fonctionne plus comme un cycle que de quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que tu pars de la littérature, ça te fait émerger des questions, tu fais ton truc, tu as tes résultats, ça te permet de discuter, et dans ta discussion, ça te permet de soulever de nouvelles questions, et en fait de repartir au stade où tu te reposes des questions. La recherche, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au final. C'est plus un cycle que quelque chose de linéaire, donc c'est au contraire bien qu'il y ait des choses qui émergent dans ta discussion. La deuxième famille, en fait, on en a quand même déjà pas mal parlé dans la vidéo sur l'élaboration du questionnaire, parce que en fait, c'est surtout par le questionnaire qu'on va réussir à gérer les biais d'information. En fait, il va y avoir deux sources principales de biais. Soit c'est toi qui crées des biais parce que tu as mal posé tes questions, soit tu peux anticiper des biais de la part des participants. Et ça, du coup, il y a des petites techniques pour poser les questions de façon à ce qu'il n'y ait pas ces biais qui apparaissent. Donc la première partie, je vais passer assez rapidement parce que c'est ce dont on a déjà parlé. C'est vraiment le fait qu'il faut que les questions soient pas ambiguës. Donc par exemple, si tu demandes la fréquence de quelque chose, eh ben, il faut que tu précises, est-ce que tu demandes en semaine, est-ce que tu demandes en année, est-ce que c'est une fréquence quotidienne. Il faut qu'il n'y ait pas de place du tout à l'interprétation de la question. Il faut s'assurer que tout le monde va comprendre la question pareil. Essayer d'homogénéiser aussi les questions, hein, si
Il y a des questions où vous vois les participants qu'ensuite tu te mets à les tutoyer, bon, c'est pas très homogène. Si tu mets des formes impératives ou veuillez dire, enfin veuillez renseigner, machin truc, et qu'ensuite tu fais des formes interrogatives, pareil, essayer de tout harmoniser comme ça. Au niveau de l'enquêteur, les biais d'information qui peuvent apparaître, c'est des trucs comme ça. Tes questions sont mal posées et donc du coup au final, à la fin, les gens ils t'ont répondu et quand ils te répondent, tu te dis ah bah mince, il y a des gens ils m'ont répondu des chiffres, mais est-ce qu'ils m'ont répondu en semaine ou est-ce qu'ils m'ont répondu en mois? Ça c'est un biais que tu as créé toi-même, un biais d'information que tu as créé toi-même parce qu'en fait tu sais pas comment ils t'ont répondu les gens finalement. Donc ça, à partir du moment où ton questionnaire il est structuré de la bonne façon, a priori il n'y a pas trop de problèmes. Il peut y avoir aussi, donc admettons on reste sur le truc des étudiants et de la dépression, ce qui peut être important, c'est que si question de comment j'opérationnalise le concept de dépression, il faut essayer de le faire avec des choses qui sont académiquement validées. Il y a des échelles, par exemple, de dépression qui existent et qu'on sait mesurer la dépression de façon correcte. Si pour mesurer ta dépression, tu demandes juste aux participants est-ce que vous vous sentez déprimé, bah, ça n'a pas autant de validité scientifique qu'une échelle validée. Donc ça fera que bah, tu vas mal classer les gens, des gens qui t'ont dit oui je me sens déprimé, bah, en fait si on leur faisait un diagnostic clinique, c'est pas des gens qui sont vraiment déprimés, juste ils se sentent déprimés. Donc essayer que chaque concept qui est mesuré soit quelque chose qui est mesuré de façon valide scientifiquement au maximum. Il n'y a pas toujours des échelles pour tout, mais essayer de faire en sorte qu'au moins derrière ta question, il y ait une mesure correcte du concept que tu souhaites étudier. Ça veut dire que finalement, quand on est dans la partie revue de la littérature, quand on lit et qu'on voit passer des échelles, on se les note quelque part en se disant ça va peut-être me servir après quand je vais faire mon questionnaire. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Si tout le monde utilise tout le temps la même échelle, tu te dis bon bah je mesure le même concept, a priori je vais utiliser la même aussi. Les autres biais d'information, ça peut être des biais qui sont dus au participant lui-même. Dans les biais dus aux participants qui sont vraiment très fréquents dans les études, ça va être d'une part tout ce qui est biais de mémorisation. Donc ça, c'est quand on pose des questions sur le passé des personnes ou voilà, si on s'intéresse par exemple à l'exposition au tabac, on peut dire bah, est-ce que vous pouvez me donner de façon détaillée les périodes où vous fumez, les périodes où vous fumiez pas, combien de temps vous avez fumé, etc. Bah, du coup, il y a peut-être des gens qui, voilà, si tu as fumé longtemps, quand tu t'as arrêté, que tu as repris, que tu as arrêté, que tu as repris, etc., peut-être que tout le monde n'a pas super bien en tête ça, et ils vont te dire, bon, bah, je me suis arrêtée, puis j'ai repris 5 ans plus tard, alors qu'en fait, c'était 1 an plus tard. Oui. Ou des trucs comme ça. Donc, tout ce qui est un effort de mémoire, on sait qu'il y a des participants qui vont forcément pas répondre correctement aux questions. Donc, essayer de les limiter au maximum. Donc, tout ce qui a un rapport avec la mémoire, il faut essayer de les limiter au maximum. En tout cas, essayer de ne pas remonter trop loin pour pas que ce soit trop difficile. Après, il y a des choses qui existent, par exemple, sur des questionnaires alimentaires. On sait que un truc qui fonctionne pas mal sur les questionnaires alimentaires et qui limite ces biais-là, c'est ce qu'on appelle le rappel des 24 heures, qui est un type de questionnaire. On va simplement te demander de noter tout ce que tu as mangé dans les dernières 24 heures. Donc, l'exercice peut être plus ou moins difficile, mais en même temps, t'es que à 24 heures, c'est plus simple que si on te disait qu'est-ce que tu as mangé le week-end dernier en détail, parce que voilà. Donc il y a des choses comme ça où on peut essayer de se... Ça, c'est toujours le truc où on se dit, bah, si moi je devais répondre à cette question, est-ce que c'est trop difficile ou est-ce que en soi ça va, il n'y a pas de problème. Ça te permet de jauger un petit peu si ta question elle va être sujette à ce type de biais ou pas. Ok. Et ce à quoi il faut faire attention aussi, ça arrive dans des contextes assez particuliers, mais là où ça va surtout créer un biais qui va être embêtant, c'est quand on a des erreurs d'information qui sont dites différentielles. Ça veut dire qu'elles vont concerner un certain type de participants, mais pas les autres. On reprend l'étude sur la satisfaction de l'encadrement pendant la thèse et le mémoire. Si j'ai été pas du tout satisfaite de mon encadrement, que ça a été affreux pendant toute la durée de ma thèse, voilà, que j'en garde un souvenir atroce. On va me poser des questions sur mon encadrement, ma satisfaction, etc.
comme ça a été quelque chose de pénible, je vais vraiment peut-être l'avoir ruminé pendant un certain nombre de temps et que peut-être du coup je vais être hyper précise dans mes réponses. Je vais pouvoir dire tel truc ça ne me convenait pas, tel truc, tel truc, tel truc. Si par contre je suis un étudiant qui a été hyper détendu pendant toute sa thèse, qui n'a pas eu de soucis particuliers, etc., bah, peut-être qu'il se souviendra moins des petits trucs qui en fait sur le moment l'embêtaient, tu vois. Oui. Donc en fait c'est ça le truc de la mémorisation, c'est que dans l'idéal, il faut essayer d'éviter que ça concerne plus particulièrement un groupe qu'un autre. Et souvent, c'est ce genre de truc-là. Quand tu as eu un ressenti particulier sur un événement passé, quand tu es malade aussi, si par exemple tu as une maladie chronique et qu'on te demande des données de santé, même qui remontent à très loin, en général, tu es beaucoup plus observant de ta propre santé. Donc en fait, tu vas beaucoup mieux répondre aux questions. Des trucs comme ça, en fait. Quand des fois, tu as des petites particularités qui font que tu es plus attentif aux choses, et ben du coup, ça va faire que toi, tu vas bien t'en sortir, alors qu'une personne lambda pourrait pas trop répondre à ce type de questions de façon fiable. Ok, ouais, je vois, ouais. Ça, tu peux pas y faire grand-chose, hein, honnêtement. Bon, de toute façon, essayer au maximum de limiter les questions sur le passé, tout simplement. Hein. Mais si c'est nécessaire et qu'on se doute qu'il va y avoir un problème d'erreur différentielle, ben là aussi, hein, il suffit de juste l'identifier correctement, en discuter et dire en quoi ça peut être problématique. Ok, très clair. Et le deuxième type de biais d'information auquel il faut faire attention, c'est le biais, alors ça s'appelle le biais de prévarication, mais l'idée générale, c'est un biais de désirabilité sociale. Ce biais-là, il va faire que si je travaille sur des femmes enceintes et que je leur demande leur statut tabagique, bah, je sais qu'il y a plus de chances qu'il y ait pas mal de femmes qui me disent qu'elles fument pas alors qu'elles fument. Parce qu'en fait, c'est pas socialement acceptable dans leur représentation et dans ce qu'on leur renvoie de fumer quand on est enceinte. Donc typiquement, là, bah, on sait très bien que de toute façon, ça va être le cas. On peut pas y faire grand-chose. Si on a besoin de récolter leur statut tabagique, bon, on va pas aller les observer chez elles pour savoir si elles fument en douce. Donc de toute façon, à part leur demander, on n'a pas trop le choix. Mais par contre, typiquement pour ce genre d'information, on va dire, bon, bah, j'ai 10% de femmes enceintes qui fument. Honnêtement, il y a des chances qu'à cause de la désirabilité sociale, ce chiffre il soit simplement sous-estimé. Ouais. Vous avez autre chose pour terminer, où on insiste juste sur l'importance de finalement bien anticiper son questionnaire, bien prendre le temps de formuler ses questions pour justement limiter les biais qu'on peut avoir et qu'on va citer à la fin de son enquête quand on sera dans la partie discussion. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on peut effectivement s'arrêter là-dessus, de dire que de toute façon, dans une recherche, finalement, toute la préparation de la recherche, c'est vraiment ça qui prend le plus de temps, même si c'est pas du tout sur cette partie-là qu'on a l'impression qu'en fait, il va falloir insister. Finalement, c'est cette partie-là qui est hyper importante. Et la partie analyse statistique, en fait, une fois que de toute façon, c'est hyper clair dans ta tête, bah, je vais regarder ça avec ça, ça avec ça, pour répondre à tel truc, en fait, ça se déroule et ça se fait très très rapidement. Hein. Moi, je dirais que sur un mémoire honnêtement, on devrait passer 70% du temps sur l'élaboration de la recherche, du questionnaire et la discussion, la réflexion, tout ça, et même pas 20-30% sur vraiment la production des résultats, quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est fou, ouais. Et finalement, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, et c'est dommage, ouais. Ok, bon bah super, super intéressant. Et bien garder à l'esprit aussi le fait que même s'il y a des biais, c'est pas pour autant que l'étude elle ne vaut rien et qu'on va se faire saquer le jour de l'oral. C'est ça, surtout pour un mémoire. Au contraire, en fait, et comme je disais tout à l'heure, pas essayer de dissimuler le truc et de pas en parler en se disant ah, ça va peut-être passer, parce que là tu vas te faire allumer parce que ton jury il va te dire mais quand même il y a ça qui va pas. Si toi tu le pointes du doigt d'emblée, tu dis oui ça je sais ça va pas, ça peut poser tel problème, il y a aussi ça, même si en fait tu critiques beaucoup ton travail, au final ça passera mieux. Au contraire, si tu critiques vraiment énormément ton travail parce qu'en fait il y a plein de trucs qui va pas dedans, il y a plus de chances qu'à ta soutenance, le jury il te dise bah quand même
Vous C'était avez été bien. hyper dur avec votre travail. Au final, bon, c'est aussi important de mettre en avant les choses qui ont été bien dans le travail, etc. Le côté transparence et honnêteté, à mon avis, ça paye toujours, hein. Complètement. Ouais. Ah, et du coup, on est On est d'accord que d'accord. si il y a des gens qui ont besoin d'aide pour la partie analyse, statistique, création du questionnaire et tout, t'es disponible pour les accompagner sur cette partie-là si t'as de la place dans ton Ouais, emploi tout du à temps. fait. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis disponible pour les études quantitatives sans problème. Ok, bon bah super.